Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par des spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en série où je reçois aujourd'hui Camille Desenclos. Bonjour Camille. Bonjour. Alors Camille, vous êtes maîtresse de conférences en histoire moderne à l'université de Picardie Jules Verne et membre du Centre d'histoire des sociétés, les sciences et les conflits, donc le CHSSC, et du Centre Jean Mabillon. Donc après votre doctorat qui est consacré à la communication politique de la France dans le Saint-Empire et au début de la guerre de 30 ans, dont la publication normalement devait être prévue l'année prochaine, vos recherches portent désormais sur les relations entre la France et l'Empire entre 1580 et 1630, les pratiques notamment matérielles de la diplomatie entre le XVIe et le XVIIe siècle, ainsi que la cryptographie à l'époque moderne. Vous avez contribué à de nombreux ouvrages collectifs, dont récemment l'identité du diplomate, métier ou noble loisir, qui a été sous la direction de Félicité en 2020, et votre renseignement et espionnage à la Renaissance, à la Révolution, entre le XVe et le XVIIIe siècle, donc paru en 2021. Aujourd'hui, on reste donc dans votre siècle de prédilection, dans le XVIe siècle, dans cette époque de la fin de la Renaissance, pour évoquer la cour de France, pour évoquer la cour de France, j'allais dire, vue à la mode anglo-saxonne, mais on va en parler de tout ça. C'est la série The Rain. Alors, peut-être avant de commencer à débattre, en tout cas présenter cette série de façon plus approfondie, peut-être faire une présentation générale, la fiche technique de la série et nous dire où est-ce qu'on pouvait la regarder, par exemple. Oui, tout à fait. Alors, Rain est une série américaine qui est sous-titrée par ailleurs dans la version française Le Destin d'une reine. C'est une série qui a été créée en 2013, donc une série assez ancienne, créée pour CW par Laurie McCarthy et Stephanie Sengupta, qui comporte seulement 4 saisons, assez longues néanmoins, puisque les 2 premières saisons comportaient 22 épisodes, et ensuite 18, puis 16 épisodes. C'est une série qui a été diffusée entre 2013 et 2017 aux États-Unis, au Canada, puis qui a été diffusée un petit peu ultérieurement en France sur Téva, puis sur M6. Jusque quelques jours, jusqu'au 30 septembre, on pouvait aussi la retrouver sur le catalogue Netflix. Cette série est une série, vous l'avez dit tout à l'heure, à la mode anglo-saxonne dans 2 sens, dans la mesure où, d'une part, c'est une série américaine, mais qui parle aussi des relations entre la France et l'Angleterre, Royaume-Uni même devrait-on dire, puisqu'il s'agit d'une série qui est consacrée à Marie Stuart, reine d'Écosse, ou on devrait plutôt dire Queen of Scots, pour utiliser le vocable de l'époque moderne, et qui est consacrée à la jeunesse de Marie Stuart, puisque c'est une série qui couvre pour les 4 saisons la période 1540, début des années 1550 jusque la fin des années 1560 pour aller très large. Je mens. Marie Stuart, c'est un personnage que l'on connaît tous très bien, dans la mesure où elle est particulièrement connue pour ses relations conflictuelles avec Élisabeth Ier d'Angleterre, à l'origine de sa mort. C'est un personnage qui, en plus, est à l'origine de nombreux fantasmes, de nombreuses réalisations télévisuelles comme cinématographiques. Et on peut penser évidemment un petit peu plus tardivement au film qui est sorti en 2018, il me semble, Marie Stuart, reine d'Écosse, dans lequel Saoirse Ronan jouait justement Marie Stuart. La seule différence est que cette série, Rain, n'est consacrée qu'aux premières années, à la jeunesse de Marie Stuart, et ce sont les années souvent qui sont un petit peu moins connues, à savoir ces années en France, puisque toute reine d'Écosse qu'elle ait été, Marie Stuart est en partie française, du moins au sens contemporain et assez large, puisque sa mère est Marie de Guise. Et par ailleurs, et c'est notamment l'objet de la première saison, Marie Stuart a été mariée au dauphin de France, devenu ensuite, en 1559, François II, qui a régné assez
rapidement. Pour conclure un petit peu sur la présentation générale de cette série, que suit-on exactement? La première saison est consacrée à toutes les tractations relatives à son mariage avec le dauphin François, donc de son retour à la cour de France. On verra que cette question du retour est un petit peu compliquée, jusqu'à la mort de Henri II. La deuxième saison, elle suit toujours les amours entre Marie Stuart et François de Valois jusqu'à la mort de François II, qui intervient au tout début de la saison 3 qui opère donc un passage, on quitte la cour de France pour rejoindre de nouveau l'Écosse, et la quatrième et dernière saison, elle se situe essentiellement en Écosse, même si on continue de suivre en parallèle le sort et les intrigues de la cour de France à travers certains personnages introduits dès la première saison, et notamment Catherine de Médicis. Vous avez dit, Camille, il y a quelque chose de très important. C'est une série qui fait 4 saisons, environ 80 épisodes au total, un tout petit peu moins. Donc, c'est une série qui est relativement fleuve, en tout cas. Alors, peut-être que pour une analyse un peu plus poussée, on va se centrer essentiellement, hein, vous l'avez dit, peut-être sur ce qui se passe à la Cour de France et en particulier dans la saison 1. Alors, peut-être pour les auditeurs, pourriez-vous faire un synopsis un peu plus détaillé de cette saison 1 et en même temps introduire quels sont les personnages historiques que l'on retrouve dedans? Oui, tout à fait. Alors, la première saison est fleuve dans deux sens. Je reprends votre mot qui est particulièrement intéressant. Fleuve parce qu'il y a un grand nombre d'événements, notamment historiques, qui s'y déroulent, mais aussi au sens de roman fleuve, puisqu'il s'agit véritablement d'un soap opéra qui se met en place, et ce, dès le premier épisode de la saison. Pour dresser un petit peu le portrait de cette première saison, je voudrais notamment mettre en valeur les deux premières scènes de la série, en ce qu'elles donnent immédiatement le ton de l'ensemble de la saison. La première scène figure en effet une vision de Nostradamus, personnage particulièrement bien connu, même si ici un petit peu revisité. Et donc Nostradamus est entouré de pétales de fleurs blanches, dont tombe soudainement une goutte de sang, puis plusieurs, puis un flot de sang, et Nostradamus prononce alors cette phrase prémonitoire, jugée prémonitoire: elle arrive, ce qui fait de suite, dès les premières minutes, de Marie Stuart l'antagoniste de la saison et un danger pour la couronne de France. Cette scène, par ailleurs, place aussi clairement la série et la saison sous l'angle du surnaturel. Et de fait, chaque épisode, l'introduction même de chaque épisode, rappelle à chaque fois les forces sombres, surnaturelles, qui seraient à l'œuvre pour empêcher cette union entre Marie Stuart et François de Valois. Cette première scène, donc, au-delà d'introduire Nostradamus et le surnaturel, introduit enfin un troisième facteur qui serait les raisons qui pousseraient notamment Catherine de Médicis à vouloir empêcher le mariage à venir, et donc qui justifierait les 12 épisodes suivants, puisque ce mariage n'intervient qu'à l'épisode numéro 13. La deuxième scène du premier épisode pose enfin quelques derniers jalons, puisque là, on nous emmène dans un couvent, qui est par ailleurs plus proche de la maison de campagne en Bretagne que d'un couvent susceptible d'accueillir une reine, mais ça c'est une autre question. Et on y voit Marie Stuart jouer à une forme de football, déjeuner gaiement avec d'autres sœurs et novices, avant que l'une d'entre elles, qui s'avère être la goûteuse de Marie Stuart, ne meure subitement empoisonnée. Or, si les tentatives d'empoisonnement sont réelles, et si Marie Stuart en a été non pas victime, mais du moins destinataire, cette seconde scène montre de suite deux phénomènes. Premièrement, l'on place Marie Stuart dans une arrivée à la cour de France, c'est-à-dire que l'on crée artificiellement le début d'une histoire, et par ailleurs, on décide de fausser complètement la chronologie,
puisque contrairement à ce que cette scène suggère, contrairement aux allusions qui sont faites ensuite, Marie Stuart a été élevée à la cour de France et elle ne l'a pas quittée jusqu'à son mariage. Elle a été élevée avec François, elle a été élevée avec l'ensemble des enfants de France et ce sont ces dames d'honneur en réalité qui ont été élevées au couvent, non elle. Donc il n'est pas question d'un retour à la cour. En soi, ce ne serait pas un problème, évidemment, si la série, et notamment la première saison, dans l'introduction de chaque épisode, et même dans le surtitre du premier épisode, n'affichait pas une volonté de contextualisation historique. Dans le premier épisode, en effet, le surtitre expose que Marie Stuart serait fiancée depuis l'enfance au futur roi de France, ce qui est vrai, elle est bien fiancée depuis ses jeunes années à François II, et qu'elle attendrait de retourner à la cour de France, ce qui est donc faux. En réalité, et c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur ce premier épisode, la création de cette situation factive inscrit immédiatement la série et la saison dans une chronologie parallèle. On garde le cadre général de l'histoire de France, à savoir il y a des fiançailles entre le dauphin François et Marie Stuart, reine d'Écosse, jusqu'à la mort de Henri II, que l'on ne peut évidemment pas nier, mais en dehors de ce cadre très général, eh bien, ce ne sont pas les événements qui sont survenus dans le Royaume de France ou même en Europe qui dictent la chronologie de la série, mais bien les intrigues autour du mariage de Marie Stuart et du dauphin François, puis de la supposée folie d'Henri II et qui témoigne bien finalement de la très forte dimension de soap opéra, voire de teenage drama de cette série. Quelques mots pour terminer sur cette dimension que l'on trouve notamment dans le choix des acteurs, puisque ce sont tous des acteurs assez jeunes, spécialisés dans les séries télé, assez beaux au sens de répondant aux critères de beauté recherchés dans ce type de séries, choix qui est par ailleurs complètement assumé. On ne cherche pas nécessairement à avoir des acteurs qui soient fidèles aux représentations que l'on pouvait avoir de Marie Stuart, du dauphin François ou même de Catherine de Médicis et de Henri II, qui sont les quatre principaux personnages de cette première saison auxquels on pourrait rajouter, je reviendrai un petit peu plus longuement sur lui, le demi-frère, le bâtard d'Henri II, qui s'appelle Sébastien et qui lui est un personnage fictif inventé pour cette saison et pour cette série plus largement. Cette dimension de soap qu'on retrouve donc dans le choix des acteurs, on le retrouve en fait dans l'ensemble des choix qui ont été faits pour la conception de la série et les créatrices de la série l'ont clairement assumé. Dès la sortie de la première saison, elles ont affiché qu'il ne s'agissait pas de réaliser véritablement une série historique, mais de réaliser un divertissement et ont dès lors assumé prendre un certain nombre de libertés avec l'histoire pour, si on reprend leurs propos évidemment, rendre l'histoire de la Renaissance plus accessible au grand public. Alors évidemment, on ne peut que souscrire à ce jugement et toutes les critiques positives comme négatives l'ont souligné. C'est un divertissement avec des libertés extrêmement importantes avec l'histoire et de fait, il serait faux de faire un procès à Reign en disant que c'est une série historique au sens classique, mais c'est plutôt une série pour adolescents et jeunes adultes dans un cadre historique qui sert davantage finalement de décor, voire de prétexte que d'appui, le tout avec quand même une très forte dimension romantique et on pourrait même pousser un petit peu plus sur le fait que Reign est finalement presque un gossip girl à la sauce Renaissance et une Renaissance fantasmée, voire une Renaissance de type fantasy au sens anglo-saxon, donc un temps ancien recréé à la seule fin de faire rêver et de correspondre aux représentations qu'une certaine population peut éventuellement avoir de cette Renaissance. Une renaissance à la Gossip Girl, voilà une formule, Camille, qui est, je pense, tout à fait, et vous avez raison, appropriée pour parler de la série Reign. Alors, ce qui est très intéressant, justement, hein, par rapport à d'autres séries qui ont le cadre chronologique quasiment similaire, on peut penser, par exemple, aux séries là aussi anglo-saxonnes comme Wolf Hall ou Tudor qu'on a étudiées avec Élise Urbain, justement, par le biais des costumes, où il y avait une certaine volonté de se rapprocher de ce qui se faisait, de véracité historique. Là, vous venez de le dire dans l'introduction, la
la véracité historique, c'est pas du tout ce qui est recherché par les créateurs de la série. Et justement, tout de suite, ce parti pris-là, on le voit et on l'entend à travers les costumes et la musique. Oui, en effet, le choix de l'un et de l'autre montre assez clairement qu'on se situe dans un divertissement de consommation qui est là pour répondre au canon habituel des soaps, des teenage dramas, sur tous les aspects. On y retrouve une musique assez contemporaine. Le thème musical a été créé par The Lumineers. On trouve beaucoup de chansons reprises de groupes ou d'artistes très connus, type Woodkid, type London Grammar. Alors, c'est un phénomène assez classique de mobiliser de la musique dite actuelle ou contemporaine, y compris dans des séries historiques, sans que cela ne constitue nécessairement un anachronisme. Ici, on est simplement dans la volonté de permettre une forme d'association du public au personnage qu'il est en train de suivre et donc de recréer un visuel et une ambiance. Parfois, on a une volonté un petit peu maladroite, il faut le noter, de mêler cela à des musiques qui seraient peut-être plus proches de la musique de la Renaissance, mais il faut saluer le travail de la série justement de ce point de vue-là, de ne jamais tomber dans une imitation qui serait finalement caricaturale. Et inversement, on pourrait peut-être même regretter au niveau de la musique que l'anachronisme n'ait pas été davantage poussé pour finalement assumer cette modernité du propos musical et donc de faire de la musique non pas simplement un support pour renforcer l'intensité dramatique, mais véritablement comme un outil, puisque la musique, à la cour des Valois notamment, avait une place extrêmement importante dans la vie de cour et notamment dans les divertissements. Et en cela, la musique aurait peut-être pu jouer, avec l'anachronisme assumé, un rôle beaucoup plus important. Ce rôle beaucoup plus important, lui, par contre, est clairement assumé au niveau des costumes. Et je poursuis justement cette analogie avec Gossip Girl, puisqu'une partie des costumes de Reign ont été conçus par les créateurs aussi des costumes de Gossip Girl. Et on y retrouve de fait un grand nombre de similitudes, y compris dans le choix des coupes, des matières et des couleurs. C'est peut-être le point le plus visible lorsque l'on regarde Reign pour la première fois, eh bien, c'est que les costumes ne correspondent en rien aux habits qui étaient portés ordinairement à la cour de Henri II et de Catherine de Médicis. C'est particulièrement visible dans le cas des femmes, puisque elles portent toutes des robes aux coupes extrêmement ajustées. Alors, certes, ce sont des robes qui couvrent leurs jambes, on n'a pas de mini-jupe, quoi qu'il en soit, mais avec souvent des bras et des poitrines extrêmement dénudés. On n'a pas les attributs habituels qui sont parfois un petit peu exagérés, il faut le reconnaître, dans les séries télévisées ou dans les films. On n'a pas les vertugadins, les fraises, etc. Ce qui en soi n'est pas potentiellement problématique. Ce qui est plus problématique, c'est en réalité la fluidité des costumes que l'on a. On a des couleurs particulièrement vives, on a des motifs qui n'existaient pas, beaucoup de motifs très floraux, presque hippie, pourrait-on dire, de manière contemporaine, du tulle, quelque chose qui est plus proche finalement des robes de soirée contemporaines que des robes de bal ou des robes de cérémonie du milieu du XVIe siècle. Et on retrouve même des accessoires très contemporains, des headbands, des larges colliers métalliques, etc. Donc on a une vision de la mode qui est particulièrement libre, pourquoi pas, mais qui occulte de fait l'ensemble de la signification culturelle, sociale et politique que pouvait avoir le vêtement à l'époque de la Renaissance. Ça ne veut pas dire qu'on perd tous les attributs, on a parfois quelques marqueurs dans les costumes de la Renaissance, notamment dans le cas des cérémonies, où on retrouve alors quelques robes damassées, quelques broderies, quelques manteaux de fourrure, mais c'est assez rare. Et finalement, un exemple est particulièrement représentatif, c'est celui du mariage de Mary Stuart, qui pourtant a donné lieu à une grande documentation, qui a donné lieu à des festivités énormes. Et finalement, on voit Mary Stuart se marier dans une robe simple, ajustée, en dentelle, qui justement fait écho, me semble-t-il, à l'une des robes de mariage dans Gossip Girl. La fidélité au niveau des costumes est un petit peu plus grande, il faut nuancer au niveau des hommes, ou plutôt le décalage s'observe moins. Pourquoi ? Parce qu'ils sont souvent habillés en cavalier, avec des chausses et des pourpoints
en cuir. Alors, c'est un petit peu plus véridique, même si, évidemment, ce type de tenue n'est pas compatible normalement avec la vie de cour. Mais au-delà finalement des costumes eux-mêmes, eh bien, Rain propose une relecture de la vie de cour et de la manière dont on était habillé à la cour. Ce que suggèrent ces costumes, c'est finalement un été et une fête perpétuelle, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais de manteau, il fait toujours beau, les gens peuvent toujours être bras nus dans de petites tenues peu formalisées, y compris parfois dans des événements plus cérémonieux. Et justement, c'est là-dessus que je voudrais insister, au-delà de la saisonnalité qui peut paraître accessoire, mais malgré tout, lorsque vous avez une fête de la Saint-Michel, donc fin septembre, et que tout le monde est en petite tenue, en termes de crédibilité, c'est assez limité. Et au-delà même du cérémonial, les showrunners oublient un point essentiel de la vie de cour, et que les châteaux sont froids. Or, les tenues, les costumes servent aussi aux courtisans à avoir chaud, d'où la raison de ces robes richement damassées, en velours, des manteaux, des fourrures. Or, si on a des cheminées allumées en permanence dans les châteaux, on n'a pas de tapisserie, on n'a pas de tapis, on n'a pas d'habits chauds, et de fait, cela nous questionne un petit peu sur l'aspect idéal, voire idéalisé de la vie à la cour, qui serait une sorte de paradis saisonnier, terrestre, où il fait toujours beau, toujours chaud, et où les gens finalement peuvent s'habiller selon leurs envies, quelles que soient les cérémonies auxquelles ils doivent assister. Une vie de cour, c'est vraiment très intéressant ce que vous dites là, parce que cette vie de cour-là, ce n'est pas du tout ce que l'on sait sur les études historiques et historiographiques, même récentes, ou plus anciennes. Je pense notamment au livre de Norbert Elias, que vous avez d'ailleurs mis en bibliographie. Ce qu'on voit, Camille, dans cette série Rain sur la vie de cour, il y a quand même des choses qui sont pas très justes, notamment, par exemple, vous le dites, sur le fonctionnement des châteaux, mais aussi sur le fait que la cour, par exemple, était connue pour être itinérante à cette époque-là. Elle ne se fixe que beaucoup plus tard, véritablement, et encore, même à Versailles. Mais là, on ne le voit pas tout ça, Camille. Non, pas du tout. En réalité, alors qu'on connaît beaucoup de choses sur la vie de cour des Valois, comme vous venez de le dire, on sait que même si on n'est pas encore sur une vie de cour ordonnée, fixe, comme ça peut être le cas au XVIIe siècle, on est malgré tout sur une vie de cour qui est organisée, qui est structurée, qui respecte un cérémonial et surtout qui est itinérante. On connaît tous et toutes les grands châteaux de la Renaissance, Amboise, Blois. J'y pense d'autant plus que nous enregistrons un jour de rendez-vous de l'histoire. Tous ces châteaux-ci, on ne les trouve pas, et surtout, on présente la cour comme quelque chose de fixe, et par ailleurs comme quelque chose finalement d'assez peu important, c'est-à-dire que tout l'aspect institutionnel de la cour est gommé au profit d'une vision sociale, voire d'une vision de loisir de la cour. À ce titre, peut-être un exemple particulièrement représentatif, c'est l'accès à la personne du roi. Pendant toute la série et pendant toute la première saison, il est presque aussi facile de rencontrer le roi que de rencontrer n'importe quel courtisan. C'est-à-dire que l'on ne voit jamais, même Marie Stuart, solliciter une audience, devoir attendre devant des gardes. Donc, au-delà même de l'étiquette, on a l'impression que tout le monde peut accéder au roi, que tout le monde peut accéder à l'ensemble des membres de la famille royale. Plus largement, on a l'impression fâcheuse que l'on peut circuler sans aucune contrainte dans le château, c'est-à-dire que des personnes peuvent rentrer du château, mais aussi que n'importe qui peut sortir du château. Et on a régulièrement le cas de Marie Stuart ou du dauphin François qui s'en vont seuls du château, sans surveillance, sans protection, sans garde, se promener dans les bois, ce qui, à la fois en termes de sécurité et à la fois en termes de vie de cour, est strictement impossible. Dernier point, enfin, on crée à travers ce vide des couloirs, finalement, une fausse impression d'intimité dans la cour, c'est-à-dire que l'on donne l'impression qu'il est facile
pour deux personnes de se retrouver seules pour échanger et donc en occultant l'ensemble des courtisans, l'ensemble des dames des compagnies, l'ensemble des gardes qui chapeautaient, qui organisaient l'ensemble de la vie de cour. Alors évidemment, c'est un parti pris qui a été fait pour renforcer l'intensité dramatique et romantique, favorisant notamment les rencontres subreptices entre Marie Stuart et le dauphin François, entre Marie Stuart et le demi-frère du roi Sébastien, mais cela n'en est pas moins particulièrement faux et potentiellement problématique puisque ça en vient à occulter finalement les personnes qui constituaient la cour. Jusqu'à présent, je vous ai parlé de 4 à 5 personnages, il faudra y rajouter évidemment les dames de compagnie de Marie, mais cela est finalement tout. Or, l'on sait maintenant que la cour de France, y compris au milieu du XVIe siècle, c'était plusieurs centaines, parfois plusieurs milliers de personnes. Or là, on a l'impression que c'est une petite cour princière, avec parfois une impression de kermesse, il faut bien le dire, de 30 à 40 personnes qui sont là, avec une domesticité presque inexistante. Même la reine s'habille toute seule, on n'a pas de dame de compagnie, on n'a pas de salon, et donc on n'a pas de vie culturelle. Autrement dit, la vie de la cour est limitée à des dialogues dans des couloirs vides et à quelques divertissements relativement ponctuels. Pourquoi? Parce qu'une fois encore, on est dans une volonté d'avoir simplement un vernis historique, un vernis royal même pourrait-on dire, qui ne vient qu'en appui à ces intrigues politico-sentimentales. Dernier point enfin, tout ceci est évidemment renforcé par l'absence d'itinérance de la cour, puisque pendant toute la première saison, nous ne quittons pas le château qui n'est jamais nommé, dans lequel résiderait la cour. Or, nous savons que dans une même année, Henri II pouvait se déplacer plusieurs fois, soit dans ses propres châteaux, soit pour rendre visite parfois à certains de ses conseillers ou grand noble. On sait également que la cour était beaucoup plus solennelle, beaucoup plus protocolaire que ce que montre Reign, notamment autour de la vie quotidienne du roi qui était extrêmement réglementée. Il en va de même pour les divertissements. Alors, on a parfois quelques mentions de déplacement du roi, mais c'est souvent pour des chasses qui sont mentionnées comme des chasses finalement presque quotidiennes et on a l'impression que le roi rentre presque dormir tous les soirs dans ce château. Autre exemple qui évoque une potentielle itinérance de la cour, c'est l'exemple du mariage de Marie Stuart et de François, du dauphin François, puisqu'il est mentionné dans l'épisode 13, justement l'épisode du mariage, que la cérémonie aura lieu à Paris. Ce qui est vrai, la cérémonie a bien eu lieu à Notre-Dame de Paris, si ce n'est que finalement, on nous montre une cérémonie de mariage assez familiale, toujours dans le même château. Donc, on mentionne un événement historique pour immédiatement l'occulter au profit de l'intrigue, et c'est peut-être ça ce qui fait la principale caractéristique de Reign d'un point de vue d'analyse historique du moins. J'aimerais maintenant, Camille, qu'on revienne sur ce château que vous avez évoqué, qui sert de cadre à cette première saison, qui est censé évoquer un château, une des propriétés du roi, et pourtant, ça n'a pas été tourné en France, puisque cela se situe en Irlande. Alors, pour des raisons essentiellement de coût, essentiellement, et de facilité de tournage. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire justement sur ce château irlandais, et comment est-ce qu'il a été peut-être, en tout cas transformé, mis en valeur, pour essayer de resituer l'action à la cour de France? Alors, en réalité, il n'y a eu a priori aucun effort. C'est ce qui est assez intéressant pour essayer de faire de ce château, qui est quand même un château irlandais, médiéval, puisqu'il a été construit au XIIIe siècle. Et c'est surtout, en fait, au-delà d'un château médiéval, c'est un château victorien, puisqu'il a été extrêmement remanié à l'époque victorienne. Et il n'y a eu aucun effort, que ce soit dans les décors intérieurs, extérieurs ou même certains effets, pour le rendre un petit peu plus proche
des châteaux de la Renaissance française. Il y a quand même une grande différence. Hein. Le château, puisque c'est le château d'Ashford dans lequel a été tourné l'ensemble de la première saison, c'est un château massif, en pierre grise, avec des tours, des créneaux. Donc vraiment l'image type du château médiéval qui est extrêmement loin des images des châteaux de la Renaissance, notamment des châteaux de la Loire. Hein. J'ai mentionné tout à l'heure Amboise, mais on pourrait aussi évidemment parler de Chambord, qui est peut-être l'archétype du château de la Renaissance. Au-delà même du château, en soi, que le château ne corresponde pas complètement, cela peut être un parti pris, mais le problème, en réalité, bien au-delà, dans le sens où cela a été tourné dans le château d'Ashford et dans ses alentours. Ce qui fait qu'il n'y a strictement rien qui fait écho au paysage ou au décor français. On a un château qui est très clairement un château anglo-saxon, il n'y a aucun doute sur ce plan-là, mais on a aussi un château qui de fait se trouve en bord de mer. On a régulièrement des plans, alors on nous dit soit que c'est un lac, soit que c'est la mer, mais il n'y a aucun château royal d'ampleur où la cour séjournait longtemps qui se situe en bord de mer. Et puis par ailleurs, tous les décors extérieurs que l'on nous présente, ce sont des décors de bois, pourquoi pas. Nous savons que la France, notamment au XVIe siècle, est encore un territoire extrêmement giboyeux, mais qui n'est pas tourné du tout dans ce sens-ci, mais on a surtout d'énormes landes avec des falaises extrêmement élevées de granit, me semble-t-il. Donc rien qui ne correspond. Alors parfois on peut penser à la Bretagne, mais lorsque l'on connaît les relations entre le Royaume de France et la Bretagne, cela paraît encore plus abscons d'avoir fait ce choix. En réalité, on a tout simplement décidé de placer ce château quelque part, et en cela la série n'est pas du tout malhonnête, puisque à aucun moment on ne situe clairement le château dans la série. On dit simplement à un moment qu'on n'est pas très loin d'Angers, puisqu'ils sont passés par Angers. On sait qu'on n'est pas très loin de Paris non plus, mais c'est tout. Le vrai problème en matière de décor, et je reviens un petit peu sur cette question d'itinérance, c'est que finalement, on ne voit jamais autre chose que le château. On ne voit notamment pas dans la première saison la cour à Paris. Alors c'est pour des questions évidentes, vous l'avez mentionné, de budget, de coûts et de conditions de tournage, mais on n'a même pas une recréation de décor qui pourrait permettre de se rapprocher un petit peu de la vie telle qu'elle était à la cour, y compris, et là cette fois-ci, dans les décors intérieurs, puisqu'on a des décors alors, qui ne sont pas ridicule dans le sens où on a quand même un effort d'avoir un mobilier qui n'est pas franchement anachronique, mais cela manque quand même considérablement de tapisserie, de coffres, de tapis, et toujours dans cette idée à la fois d'itinérance, c'est-à-dire qu'on peut emporter facilement ses meubles, mais aussi de chauffer les pièces qui sinon étaient particulièrement froide. Et puis plus largement, on a en fait un château relativement vide. On voit très bien que c'est un château qui n'était pas habité et qui a été ameublé ou réameublé pour la série, et il est difficile de voir comment des personnes vivaient véritablement dans ce château. Donc en cela, l'association entre les décors et l'intrigue fonctionne à mon sens au-delà du caractère historique relativement peu, d'autant qu'on a un petit peu de mal à se figurer la disposition des lieux, mais il s'agit là très certainement d'une liberté artistique qui n'entrave finalement que peu la compréhension de la série. J'aimerais maintenant, Camille, qu'on se pose une question, qu'on évoque, en tout cas dans chaque émission où on évoque une série historique, dans l'histoire en série, c'est les questions des relations entre histoire et fiction, c'est-à-dire de voir ici un petit peu quelles sont les relations finalement dans cette série-là entre l'histoire et la fiction qui a été mise en place. C'est-à-dire, est-ce que l'histoire finalement est un prétexte? Est-ce que c'est véritablement la trame de fond? Et justement, en première question, il y a quelque chose qui se produit très régulièrement dans les séries historiques. C'est l'idée de faire apparaître certains personnages fictifs pour développer un aspect ou un autre. Alors, vous l'avez dit, il y en a dans cette série. Et justement, ça c'est intéressant parce que ces personnages-là, on va le voir peut-être, Camille, ils vont être importants, voire essentiels, et occulter certains autres personnages majeurs de la cour.
Oui, en effet, dans la première saison, il y a un personnage absolument central qui est Sébastien, le fils naturel, donc le bâtard d'Henri II avec Diane de Poitiers, qui est un personnage inventé de toutes pièces. Alors, ça ne veut pas dire qu'Henri II n'a pas eu de bâtard, bien au contraire, il en a eu. Mais aucun ne s'appelle Sébastien. Il n'a pas eu d'enfant plus âgé, enfin beaucoup plus âgé que François, avec Diane de Poitiers. Or, ce bâtard-ci, il a été créé à une seule fin, c'est celui de pouvoir créer un triangle amoureux entre le dauphin François et Marie Stuart en rajoutant un pouvoir politique plus important à ce Sébastien, ou Bâche, puisque c'est le diminutif qui est utilisé dans la saison. Tout simplement pourquoi? Parce que qui dit fils naturel dit potentielle légitimation et donc potentiellement il pourrait devenir roi, ce qui permet d'augmenter un petit peu cette tension dans le triangle amoureux, parce que sinon ce serait assez simple. Marie Stuart étant reine d'Écosse, elle doit épouser le futur roi de France. À partir du moment où on a deux potentiels rois de France, avec un fils naturel et un fils plus tardif, mais qui serait issu d'un mariage, puisqu'on accuse ensuite, à tort, dans la série, je veux dire, Catherine de Médicis d'adultère, et bien dans la mesure où on a deux potentiels rois, là on peut avoir un vrai triangle amoureux qui, politiquement, sentimentalement, culturellement, peut fonctionner. Ce qui fait que finalement, juste après Marie Stuart, le deuxième personnage essentiel de la série est pour le coup un personnage fictif, ce qui montre bien ce délicat équilibre entre l'histoire et la fiction dans Reign. Sébastien n'est néanmoins pas le seul personnage important fictif, on en a un certain nombre qui surtout jouent un rôle dans la saison. Pour certains, ce sont des adaptations de personnages historiques qui ont déjà existé, pardon. Pour d'autres, à l'inverse, ce sont des créations pures et simples. Deux exemples en ce sens. Le premier exemple, c'est la question des dames de compagnie de Marie Stuart, qui sont présentes elles aussi dans tous les épisodes, qui sont au nombre de 4, qui se nomment dans la série Lola, Kina, Greer et Hayley. Aucune des 4 n'a existé sous ce nom-ci. Néanmoins, leur existence est fondée sur ce que l'on appelait les 4 Maries, Mary Beaton, Mary Seton, Mary Fleming et Mary Livingston, qui étaient les dames de compagnie de Marie, qui ont, elles, été élevées dans un couvent, contrairement à Marie Stuart, et qui l'ont ensuite rejoint à la cour de France, mais dont les destinées sont complètement différentes. On peut penser notamment au personnage de Kina, qui entretient une relation avec Henri II, ce qui n'est pas le cas d'aucune des 4 maris, mais peut-être s'agit-il d'un mix entre plusieurs personnages historiques, puisque la gouvernante de Marie Stuart, Jane Stuart, est devenue la maîtresse d'Henri II et a par ailleurs donné naissance à un fils naturel, Henri d'Angoulême, en 1551, mais que l'on ne peut pas associer du tout à Sébastien, dont je viens de parler. Là, en fait, on est simplement sur une réutilisation de personnages historiques à des fins démonstratives, c'est-à-dire qu'on utilise Kina d'une part pour montrer les infidélités de Henri II à l'égard à la fois de Catherine de Médicis et de Diane de Poitiers, et puis pour créer aussi un personnage de jeune femme un petit peu plus libérée, puisque malgré tout, s'agissant d'un teenage drama, l'aspect romantique et sexuel, il faut bien le dire, de la série est présent régulièrement et doit avoir son quota dans chaque épisode. Dernier personnage enfin créé sur lequel je voudrais dire quelques mots parce qu'il est essentiel, notamment sur la compréhension de l'aspect diplomatique très présent dans Reign, c'est la création d'un enfant du Portugal qui s'appellerait Thomas, qui serait seigneur de Palmeira et qui serait une fois encore un fils naturel
de rois. Alors, cette question des fils naturels est bien commode d'un point de vue historique pour les séries, puisque leur existence est souvent controversée, notamment au niveau de la paternité. Ils disposent de moins de sources, ils ont un accès moins important à la cour, donc on peut plus facilement supposer qu'ils sont passés entre les mailles de la connaissance historique, ce qui n'est évidemment pas le cas pour des fils naturels de rois, mais bon, ça facilite malgré tout cette petite distorsion. Ce Thomas, enfant du Portugal, on le retrouve au début de la saison 1. Il vit en France initialement pour négocier un arrangement commercial et les circonstances font qu'il se retrouve à proposer son aide à Mary Stuart, c'est-à-dire d'envoyer des contingents militaires en Écosse pour lui permettre de se défendre contre la reine d'Angleterre en échange d'un mariage avec lui. Ce Thomas n'existe pas, il ne correspond à aucune réalité historique, mais il y a un fond de vérité, c'est-à-dire que Thomas se présente comme cherchant la légitimation puisque l'héritier du Portugal aurait alors 3 ans, ce qui est vrai si l'action se situe bien en 1557. Alors ça c'est sujet à caution, mais on a bien en 1557 un héritier du royaume du Portugal âgé de 3 ans. On a bien par ailleurs un roi du Portugal qui a eu un fils illégitime, sauf que ce fils illégitime s'appelle Édouard et est alors mort depuis une quinzaine d'années. Mais cette affaire de Thomas est surtout importante. Pourquoi ? Parce qu'il nous montre que dans la saison et dans la série plus largement, ce sont les affaires sentimentales qui passent avant les affaires politiques. Et tout simplement, Thomas est ici utilisé d'une part pour montrer les difficultés de négocier un mariage, les aspects politiques d'un mariage, c'est-à-dire des troupes contre une femme, contre un mariage, mais aussi pour souligner par contrepoint le bon caractère de François, puisque l'on opposerait les mariages politiques tels que celui que proposerait Thomas, avec toute la cruauté qu'il y aurait derrière, avec le bon cœur de ce prince qui est destiné dans le cœur, dans la raison et dans la politique à Mary Stuart. Dernier point enfin sur ces personnages fictifs, ils ont comme avantage de pouvoir être tués, manipulés, reconfigurés à l'envie sans créer de problèmes chronologiques et historiques. Et c'est le cas de Thomas du Portugal puisqu'il est tué en combat singulier par le dauphin de France. Alors ce qui, d'un point de vue politique, d'histoire politique, serait strictement impossible. Un dauphin de France ne peut pas tuer en combat singulier sans qu'il y ait de problèmes politiques ensuite. Un potentiel héritier. Alors certes, on le camoufle sous un prétexte, il aurait sauvé le dauphin François d'une attaque de cerf, mais néanmoins cela a pour avantage de créer des personnages un petit peu Kleenex que l'on fait venir dans un contexte politique pour renforcer un argument et disparaître dès lors que l'intrigue ne le nécessite plus. J'aimerais maintenant qu'on aborde, Camille, la question de la réécriture de l'histoire dans Reign, puisque dans cette série-là, d'autres personnages, on va le voir maintenant, de la cour ou de la famille royale, sont des personnages dont on ne parle pas, alors qu'ils jouaient un rôle essentiel durant cette période. Et puis, je voudrais qu'on revienne sur la figure centrale, en tout cas, historiquement parlant, celle du roi Henri II, de ce roi qui meurt en 1559 d'un accident lors d'une joute dans son œil, la lance qui va dans son œil et le tue. Voilà, tout ça, c'est pas montré de cette façon-là. Et puis aussi, peut-être, le grand fait de l'époque, en tout cas, on est aux prémices, on est au prélude. Normalement, dans cette série-là, c'est l'apparition du protestantisme en France. Alors, comment est-ce que la série montre ça? Justement, puisque là, on est censé se situer quelques années juste avant le massacre de Vassy de 1562, qui est généralement reconnu par les historiens des guerres de religion comme le déclenchement de celle-ci. Qu'est-ce qu'on peut dire sur toute cette idée-là, en tout cas, de réécriture de l'histoire dans Reign? Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire et je pense que les historiens du protestantisme et plus largement des guerres de religion sont toujours très énervés en regardant Reign pour son traitement du début des troubles confessionnels. Pourquoi ? Parce qu'ils sont complètement passés sous silence. Alors, ils sont mentionnés à quelques reprises, on mentionne subrepticement la montée du protestantisme, notamment et surtout d'ailleurs en Écosse. Et à l'inverse, on occulte complètement l'ensemble des édits et des troubles qui sont survenus
en France. On le réduit par ailleurs, le protestantisme, souvent à un aspect, enfin, on réduit même les troubles à un aspect purement confessionnel, c'est-à-dire ce serait les protestants qui seraient mécontents contre un souverain catholique, hein, c'est du moins ce que Marie de Guise explique à Marie Stuart pour expliquer les troubles qu'il y aurait désormais en Écosse, alors que l'on sait tous, grâce à l'historiographie récente, que c'est évidemment beaucoup plus compliqué que cela, mais surtout ce qui est particulièrement problématique dans ce traitement des troubles confessionnels naissants et qui agitent quand même considérablement le Royaume de France, notamment sur la fin du règne d'Henri II, c'est qu'ils sont présentés, alors jamais directement, mais il y a une association fâcheuse qui est faite entre les protestants et les hérétiques. Alors, jusque-là, on se situe sur l'usage d'un vocable assez commun pour l'époque moderne, puisque le protestantisme était qualifié d'hérésie au XVIe siècle. Mais dans la série Reign, ceux que l'on qualifie d'hérétiques, ce sont en fait des païens. Or, ils sont présentés comme des gens vivant dans les bois, faisant des sacrifices de sang plus ou moins importants, parlant dans des langues étrangères. Et on associe, dans un esprit de surnaturel, évidemment, protestants, hérétiques, païens et dangereux. Et de fait, on présente vraiment ces hérétiques. Alors, à aucun moment, évidemment, on dit que ce ne sont des protestants, mais on dit simplement, voilà, il y a des troubles dans le royaume de France, il y a des dangers tout autour du château, il ne faut pas sortir à cause de ces hérétiques. Ce qui était vrai, il y avait des troubles, mais ce n'était nullement lié à du paganisme, à des sacrifices de sang ou autres. De manière plus générale, Reign occulte complètement finalement le contexte politique dans lequel se situe la France des années 1557-1559, à supposer même que l'on se trouve dans ces années 1557-1559. Pourquoi ? Je vous l'ai dit, la série commence par un retour de Marie Stuart à la cour de France qui, n'existant pas, ne nous permet pas de le dater. Techniquement, le premier épisode montre un événement historique qui a eu lieu, à savoir le mariage d'Élisabeth, donc la sœur de François, avec Philippe II. Alors, le mariage est présenté de manière fausse, puisqu'on présente Philippe II comme présent au château, je reviendrai dessus, mais quoi qu'il en soit, ce mariage a eu lieu. Or, ce mariage a eu lieu en juin 1559, soit un an après le mariage de Marie Stuart et du dauphin François, qui, eux, pourtant, ne se marient qu'à l'épisode 13. Plus encore, la mort de Henri II, que vous avez mentionné tout à l'heure, qui se déroule dans le cadre des festivités de ce même mariage, lui, a lieu 22 épisodes plus tard. Ce qui veut dire qu'entre le premier et le dernier épisode, normalement, ne se passe que quelques jours, mais au milieu, on a fait un flashback historique, mais qui n'est pas considéré comme flashback au niveau de la série. Ce qui veut dire qu'on n'a pas du tout de chronologie sur lequel s'appuyer, ce qui facilite évidemment cette occultation totale du contexte politique dans lequel on se trouve à cette époque-ci, à savoir un contexte politique de troubles civils sur fond de dissensions confessionnelles, et plus largement une occultation complète du gouvernement du royaume, puisque vous l'avez dit, on a un grand nombre de personnages qui sont absents. Alors, on a des personnages de la famille royale, évidemment, qui sont absents, mais surtout, on a de nombreux conseillers, on n'a pas du tout la présence des conseillers du roi, on n'a aucun moment la mention d'institutions, du Conseil du roi, du Parlement, on n'a pas l'ensemble des prélats qui assistaient et qui participaient à la vie de cour. On peut penser notamment à Charles de Guise, cardinal de Lorraine, qui était pourtant l'oncle de Marie Stuart et régulièrement présent à la cour. Donc finalement, on a une cour et une vie de cour, et voire même une vie politique française, qui serait réduite à un noyau extrêmement restreint, d'autant plus que l'on fait croire dans la série que les décisions sont prises unilatéralement par Henri II et ou par Catherine de Médicis, sans tenir compte du tout du gouvernement par conseil, qui était pourtant le mode de gouvernement dans la France du XVIe siècle. Cette vision d'un gouvernement très presque absolutiste, de manière anachronique et évidemment exagérée, est renforcée par le traitement qui est fait de la personne d'Henri II, qui est présenté à la fois comme centrale, mais surtout
pas très fiable au sens d'un roi aux qualités relativement limitées, et surtout que l'on présente progressivement dans la deuxième partie de la première saison comme progressivement fou. Ce qui est potentiellement problématique, c'est que l'on tente à montrer que la mort d'Henri II était un bienfait pour le royaume de France au sens de organisé par son fils et par sa femme pour éviter au royaume de France de tomber dans le chaos le plus total. Or, l'on sait très bien que Henri II n'était absolument pas fou. Il n'y a aucune preuve, aucun témoignage de cette folie. Que sa mort est bien accidentelle, hein, vous l'avez dit, au cours d'un tournoi, il a eu un éclat de lance dans l'œil, ce qui, malgré les efforts de son chirurgien, l'ont fait mourir. Et de fait, si chaos il y a eu ensuite, ce n'est pas lié à sa folie meurtrière ou politique avant, mais bien à la jeunesse du roi ensuite, puisque contrairement à ce que fait croire la série, François II n'est pas du tout un jeune homme d'une vingtaine d'années bien équilibré dans sa tête, mais un enfant qui n'a alors qu'une petite quinzaine d'années et qui n'est pas du tout apte à régner, à la fois sur le plan physique, puisqu'il a une condition assez faible, et puis sur le plan de la maturité, évidemment, à 15 ans, on n'est pas apte à régner, quelles que soient les conditions physiques dans lesquelles on est. Donc, on est vraiment là, pour le coup, sur un contexte politique qui n'existe pas et une création, voire une recréation de personnages historiques, comme c'est le cas d'Henri II. On prend quelques éléments qui existent, à savoir l'alliance avec l'Écosse, l'opposition avec l'Angleterre, ses infidélités, sa relation avec Catherine de Médicis, et on rajoute ensuite un certain nombre d'éléments qui ne sont fondés sur aucune source historique pour renforcer l'intrigue et la tension dramatique jusqu'à la fin de la saison qui culmine dans cette mort. J'aimerais, Camille, maintenant qu'on aborde un sujet que vous connaissez très bien, qui est au cœur de vos recherches, c'est le sujet de la diplomatie. Qu'est-ce qu'on peut voir justement de cette diplomatie européenne de la cour de France, qui est une diplomatie tournée essentiellement contre le Saint-Empire, mais aussi contre l'Angleterre, avec justement l'idée de renouveler cette fameuse Old Alliance avec l'Écosse et donc Marie Stuart. Et justement, ça semble transparaître en tout cas un petit peu, alors que d'autres aspects, notamment l'opposition à l'Empire, à l'Espagne, on n'en parle pas. On ne parle pas de cette fameuse traité de Cateau-Cambrésis, par exemple, qui était majeur à l'époque. Oui, tout à fait. La série, alors, a raison en partie, je ne veux pas dire que du mal de cette série qui a quand même quelques aspects positifs, est évidemment centrée sur la relation entre la France et ce que nous appelons maintenant le Royaume-Uni, en raison de la personne de Marie Stuart. Néanmoins, ce que l'on oublie complètement, c'est que au même moment, la France est toujours en guerre contre la maison de Habsbourg et ce fameux traité de Cateau-Cambrésis dont vous venez de parler, qui est lié aussi, qui donne lieu aussi au mariage d'Élisabeth que j'ai mentionné à plusieurs raisons, n'est à aucun moment mentionné, pas plus que la question de Calais. Alors, on mentionne rapidement que Calais est encore anglais, mais on ne développe pas plus les problèmes de ce point de vue-là. En réalité, pour la diplomatie, ou du moins pour le contexte diplomatique, on a à peu près la même occultation que pour le contexte intérieur, au profit d'un recentrage sur deux aspects qui sont néanmoins essentiels, il faut le reconnaître, pour les relations étrangères à cette époque-là, à savoir l'Old Alliance avec l'Écosse et la question des mariages princiers qui sont amplement traités dans toute cette première saison, vraiment, et cette fois-ci à raison, présentés comme de véritables monnaies d'alliance. Premièrement, le traitement des relations entre la France et l'Écosse, c'est un traitement qui est relativement ambivalent, dans le sens où, effectivement, il y a bien une longue tradition d'alliance entre le Royaume de France et l'Écosse, depuis François Ier, que Henri II n'a pas remis en question. Sauf que la saison 1 a tendance à montrer une hésitation de la France quant à l'entretien
de cette alliance et notamment dénonce les longueurs entre les fiançailles et le mariage effectif du dauphin François et de Marie Stuart. Et les 12 premiers épisodes de la saison montrent des hésitations permanentes qui signifieraient que la France aurait cherché à de nombreuses reprises à se sortir de cette alliance, tout comme l'Écosse. Or, dans les faits, ce n'est pas le cas. François et Marie sont mariés dès qu'il est possible. En réalité, s'ils ne sont mariés qu'en 1558, ce n'est que parce qu'ils ne pouvaient pas être mariés avant. Il fallait attendre en effet que François ait l'âge requis, à savoir 14 ans, pour que le mariage ait lieu, contrairement à ce que notamment dénonce le diplomate anglais dans la série, évidemment, Simon Westbrook, qui dit que tous les enfants de France sont mariés à 14 ans, sauf le dauphin François, pour éviter de valider cette alliance avec l'Écosse, ce qui est donc faux d'un point de vue historique, et ce d'autant plus que la série suggère que l'on pourrait aisément se sortir d'une alliance, et notamment d'une alliance matrimoniale, et même que le dauphin François lui-même aurait eu le pouvoir d'empêcher le mariage. Or, il ne peut s'agir que de la volonté du roi de renoncer ou non à cette alliance, avec les conséquences politiques et militaires que cela aurait. Ce mariage, néanmoins, il faut le reconnaître, entre Marie Stuart et le dauphin François a effectivement n'a pas fait l'unanimité à la cour de France, que montre bien la série. Ça a été diversement apprécié, alors évidemment encouragé par tout le clan Lorraine et Guise qui sont de la famille de Marie Stuart, beaucoup moins par d'autres clans comme ceux des Montmorency, en raison à la fois du risque diplomatique et du risque de renforcement du clan des Guises. Mais une fois encore, quels que soient les avis sur le mariage et sur l'alliance entre la France et l'Écosse, il n'y a jamais eu volonté de rompre complètement ces fiançailles. Bien au contraire, Henri II utilise cette alliance pour obtenir des prétentions supplémentaires, notamment avec la mort de Marie Tudor, puisque comme le montre bien la série, dès que Marie Tudor meurt, Henri II en profite pour pousser Marie Stuart à revendiquer le trône d'Angleterre et prévoit en 1558, c'est ce que montre bien Éric Dureau dans ses recherches, qu'une donation secrète prévoit que est chérée au roi de France l'Écosse et l'Angleterre si Marie Stuart venait à ne pas avoir d'enfants. Ce que montre bien cette première saison. Donc, pour le coup, sur le plan des relations franco-écossaises, comparativement à l'ensemble, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'erreur, bien au contraire, mais comparativement au traitement des autres relations diplomatiques, on est sur quelque chose qui est un petit peu plus fiable, mais aussi parce que cela sert directement, cela sert de matière véritablement à l'intrigue. Autre élément qui sert de matière à l'intrigue, c'est cette question évidemment des mariages utilisés comme monnaie d'alliance. On insiste à beaucoup de reprises sur cet aspect extrêmement politique, donc cette opposition classique, même si on n'en parle pas encore, entre la fameuse raison d'État et là on aurait la raison du cœur qui pousserait à faire des mariages d'amour. Heureusement dans Reign tout se finit bien puisque le dauphin François et Marie Stuart s'aimaient et ont pu s'épouser, ce qui n'est pas entièrement dénué de réalité, puisqu'il y a un certain nombre de témoignages qui indiquaient que les deux jeunes gens, j'insiste vraiment sur le terme de jeunes, puisqu'ils se sont mariés à peine adolescents, s'estimaient et aimaient passer du temps ensemble, mais on est bien loin évidemment de la romance telle que présentée dans Reign. Si on revient néanmoins sur cette question des mariages, trois mariages techniquement, si on prend aussi celui de François et de Marie, sont traités directement dans cette première saison et montrent bien la diversité des mariages auxquels l'on peut être confronté. Le premier, ce sont des mariages de type clairement alliance diplomatique, tel que celui que l'on a entre Élisabeth de France et Philippe II, mariage néanmoins qui est maltraité dans les deux sens du terme, puisque on n'évoque pas le traité de Cateau-Cambrésis, comme je viens de le dire, mais surtout, on présente ce mariage comme s'étant déroulé à la cour de France en présence
de Philippe d'Espagne, ce qui est strictement impossible puisque les rois ne quittent pas le territoire de leur royaume. Et le mariage, et de manière plus générale, les mariages se déroulaient toujours par procuration, c'est-à-dire un premier mariage dans le pays de la promise avec un représentant diplomatique du roi ou de la personne à marier, puis ensuite un second, de seconde festivité de mariage. Ce qui veut dire que techniquement, il y a bien eu mariage d'Élisabeth avec le représentant de Philippe, en l'occurrence le duc d'Albe, et surtout qu'il n'y a pas pu avoir, comme c'est montré dans la série, ensuite consommation du mariage. Alors là, c'est une scène qui est utilisée évidemment pour montrer que les femmes sont là uniquement comme monnaie d'échange afin de procréer des enfants et donc que la consommation du mariage avait un rôle politique, ce qui est vrai. Néanmoins, ce n'est pas ce qui s'est passé au niveau du mariage d'Élisabeth, bien au contraire. Le deuxième mariage qui est présenté dans cette saison, alors là, ce sont plutôt des fiançailles. C'est l'arrivée d'une jeune noble française qui s'appelle Madeleine. On n'a pas son nom. Pourquoi? Parce que c'est un personnage fictif qui arrive à la cour de France alors qu'elle est âgée de 7 ans pour être fiancée à Charles, donc, qui est le petit frère, enfin, le deuxième frère du dauphin François. Ce mariage, enfin, ces fiançailles sont intéressants parce que pour la seule fois dans l'ensemble de la série, on montre bien le fait que les fiançailles se déroulent entre des enfants. Et cela met bien en valeur la difficulté pour certaines princesses d'être envoyées jeunes, déjà fiancées, dans des cours étrangères, dans l'attente de leurs 14 ans, pour pouvoir conclure définitivement l'alliance diplomatique. Donc là, pour le coup, on a un élément qui est très concret, qui peut paraître cynique pour nos esprits contemporains, mais qui est assez représentatif de la pratique du mariage comme modalité d'alliance diplomatique, même si pour le coup, ça n'a pas eu lieu avec Charles, Madeleine étant fictif, et il n'y a pas eu d'autres fiançailles de Charles, autre que le mariage qui eut lieu ensuite une fois qu'il était roi. Dans notre dernière partie de l'entretien, j'aimerais, Camille, qu'on revienne sur un personnage majeur de cette période-là, parce qu'elle traîne toute une légende noire, c'est Catherine de Médicis. C'est une personne vraiment essentielle de cette période. D'ailleurs, une série américaine devrait sortir en 2022 sur cette personne-là, sur une série qui s'intitulerait The Serpent Queen. Là aussi, hein, on pourrait voir pourquoi on l'a appelée comme ça. J'aimerais, pour l'instant, qu'on voit ensemble comment est-ce que Catherine apparaît dans la série. Alors, elle apparaît sous plusieurs aspects qui résument finalement assez bien l'historiographie à la fois positive et négative que l'on a autour d'elle et l'ensemble des renouvellements qui ont pu avoir lieu à son égard. On retrouve évidemment comme caractéristique principale de Catherine de Médicis dans la série son rapport à l'intrigue, au machiavélisme et au poison. On retrouve en effet beaucoup de références à ses relations particulières avec Nostradamus, l'importance qu'elle accorderait au présage, on la voit régulièrement manipuler du poison, on la voit régulièrement, ou plutôt les personnages autour d'elle lui reprochent régulièrement d'être proche de Machiavel. On lui reproche régulièrement, littéralement, d'utiliser que la fin justifierait les moyens. Néanmoins, au-delà de cette image qui est malheureusement très classique de Catherine de Médicis, tout n'est pas à jeter dans la manière dont Rain présente Catherine de Médicis. Premièrement, on a une belle mise en valeur du pouvoir de Catherine de Médicis et de son rôle politique. Alors, ce n'est pas suffisamment poussé puisque souvent le rôle politique est limité à des questions d'intrigue, de couloir et de palais. Néanmoins, on montre bien que d'une part, Catherine de Médicis a été épousée pour son argent, qu'elle dispose d'un rôle politique aux côtés
de son mari, même si il y a une petite transposition ici de son rôle politique qui a pu être celui lorsqu'elle était régente pour Charles IX. Mais néanmoins, on a Catherine qui est placée comme presque véritable dirigeante du royaume, alors ce qui est partiellement faux, mais au moins on la présente pas uniquement comme une intrigante, mais aussi comme une femme de pouvoir qui se soucie, alors certes du bien de ses enfants, mais aussi de la santé politique, économique et culturelle du royaume dans lequel elle habite. Donc, on a un aspect qui est quand même plutôt positif de ce point de vue-là. Après, on a, et je terminerai là-dessus, des relations ambiguës qui sont créées tout autour d'elle, qui sont un petit peu gratuites. C'est évidemment le cas de Nostradamus, j'en ai parlé, mais c'est aussi tous ces épisodes consacrés à un procès pour adultère qui aurait été mené contre Catherine de Médicis, ce qui n'est pas le cas évidemment. On traite assez mal ses relations avec Diane de Poitiers, on traite assez mal, même de manière plus générale, ses relations avec l'ensemble de la cour, son rôle dans la promotion des arts, de la littérature, mais aussi de la gastronomie. Ça a été beaucoup montré de ce point de vue-là. Et de ce fait, on a finalement à la fois une réactivation de la légende noire habituelle de Catherine de Médicis que l'on connaît tous, mais aussi quelque chose d'un petit peu plus ambivalent qui montre finalement de manière peut-être un petit peu plus positive le rôle des femmes à la cour de France et contrairement à un certain nombre de représentations que l'on peut avoir notamment dans les séries télévisuelles, on n'a pas ici une cour de France comme une cour dominée par les hommes, mais une cour finalement relativement mixte à la fois dans l'exercice politique et dans la prise de décision, avec des moyens qu'il convient de discuter et de remettre en contexte, mais on a malgré tout une vision assez intéressante, me semble-t-il, de femmes de pouvoir qui ne soit pas trop négative avec Catherine de Médicis, mais aussi avec Marie de Guise, mais aussi avec Marie Stuart, qui bénéficie d'une historiographie qui n'est pas toujours très favorable non plus. Alors certes, dans Reign, on a une image qui n'est pas très flatteuse de Marie Stuart, qui paraît plus dominée par son cœur que par les histoires d'État, pour lequel on oublie complètement sa grande culture, puisqu'elle a été quand même élevée à la cour de France et jouissait d'une certaine aura à cette époque-ci, mais à de nombreuses reprises, on réaffirme quand même la volonté de Marie Stuart de négocier, de s'imposer comme reine. Donc il faut saluer malgré tout cet empowerment des femmes de pouvoir avec tous les écueils que cela a dans le traitement. On n'est pas du tout sur un renouvellement historiographique, loin de là. Le personnage de Catherine de Médicis reste peu positif, mais du moins il n'est pas aussi négatif qu'il a pu l'être à d'autres moments, ce qui fait dire que finalement Reign a une mobilisation peut-être réelle d'une certaine historiographie, quelles que soient ses dénégations d'être une série historique. On retrouve malgré tout certaines évolutions historiographiques de ces dernières années sur Catherine de Médicis, sur Marie Stuart. Et on a même certaines références parfois à l'historiographie, et je terminerai peut-être là-dessus, puisque entre ces deux femmes, il y a malgré tout deux hommes, et notamment un que l'historiographie a complètement passé sous silence, même s'il y a les travaux récents de Sophie Tégédor qui en parlent un petit peu, c'est François II. François II qui n'a régné qu'un an, présenté comme chétif, etc. Et justement, la série en joue, et il y a une allusion assez intéressante, me semble-t-il, dans l'épisode 4 ou dans l'épisode 5, où Marie Stuart évoque le rôle des rumeurs
et indique que toute l'Europe penserait que le dauphin François est un garçon chétif, faible et rachitique, et est alors fait référence à un certain nombre de portraits, dont les portraits qui sont conservés de François II. Alors, ça ne va pas beaucoup plus loin, mais cette référence montre finalement que Rain assume peut-être de créer, si ce n'est une réalité parallèle, du moins une interprétation autre à partir d'éléments tangibles, et ça expliquerait ce positionnement finalement historiographique qui, nous, en tant qu'historiens, nous l'analysons, peut-être nous le suranalysons, mais qui n'est pas entièrement dénué d'intérêt à la fois sur la conception de la Renaissance et sur la reconstruction télévisuelle de la Renaissance. En conclusion de cet entretien, Camille, j'aimerais vous poser la question finalement, puisqu'on est sur une série qui se veut historique, en tout cas qui a un cadre de fond historique. J'aurais aimé que vous nous disiez quel est selon vous finalement, que vient faire selon vous l'histoire dans la série Rain? Alors, c'est une vraie grande question. À mon sens, l'histoire vient ici comme outil de curiosité et d'aide à la projection pour l'ensemble des spectateurs. Si on analyse en effet un petit peu les teenage dramas de ces 10 dernières années, on a souvent plusieurs leviers qui sont utilisés pour permettre aux spectateurs, aux téléspectateurs de se projeter tout en rêvant en même temps. C'est-à-dire que souvent on est projeté soit dans un monde similaire, mais avec quelque chose en plus, avec l'ajout du surnaturel. Soit dans des milieux plus favorisés. On peut penser à Gossip Girl, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. Et puis, il y a aussi cette fascination pour ce qu'on appelle en anglais les royals, toute la royauté. Et pour moi, Rain fait un petit peu la synthèse de ces trois aspects, puisqu'on a le surnaturel, évidemment les classes favorisées et la royauté. Et on rajoute finalement l'histoire pour donner un vernis supplémentaire et, à mon sens, pour maintenir ensemble ces trois dimensions, à savoir des beaux vêtements dans de la belle musique, avec un peu de surnaturel dans une royauté, et l'ensemble est maintenu grâce à l'histoire, ce qui explique pourquoi on utilise une chronologie générale, que l'on y injecte régulièrement certains aspects qui soient soit véridiques, soit vraisemblables, soit purement fictifs, et on nourrit ainsi une sorte de fantaisie historique autour d'une vision des relations diplomatiques à la Renaissance, comme certes dictées par l'État, mais avant tout dictées par le cœur, et de montrer finalement que les problèmes sentimentaux seraient assez universels, mais ça c'est le message assez classique finalement des soaps et des teenage dramas. Si ce n'est que là, voilà, on a un élément supplémentaire qui peut permettre à la série de se distinguer et surtout de traiter un petit peu autrement la question déjà vue à plusieurs reprises du triangle amoureux, de la difficulté de venir à un mariage, etc., en rajoutant un petit peu de sel, l'empoisonnement, les mariages contraints, les alliances, mais sans rajouter trop de sel historique qui viendrait, d'après les showrunners, perturber peut-être un petit peu trop la compréhension générale de l'intrigue. Mais une fois encore, on n'est pas du tout sur une série qui veut être historique, on est sur une série qui utilise l'histoire à des fins de divertissement, et en cela, le divertissement est assuré, et c'est un bon exercice pour les historiens, et puis même surtout pour les étudiants historiens, que de réussir à démêler non pas nécessairement le vrai du faux, mais le véridique du vraisemblable dans cette série. Camille Desenclos, merci pour cette évocation de la série Rain, donc une série qui date maintenant de quelques années, mais qui, tout au long de ces 4 saisons, peut donner à voir, en tout cas aux spectateurs, comme vous venez de conclure, une certaine vision de l'histoire, et en tout cas peut-être aussi évoquer, pourquoi pas notre époque, ou notre regard, en tout cas, actuel sur cette époque-là. Vous avez fourni, comme tous les intervenants et intervenantes, une bibliographie indicative qui permettra justement,
pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas très bien cette période d'aller plus loin ou même du coup de se renseigner en tout cas plus en détail. Elle est disponible sur la page de notre émission, donc sur le site histoireensérie.com. On retrouve aussi notre podcast sur notre partenaire nonfiction.fr sur lequel vous pourrez aller cliquer pour avoir les liens pour nous écouter sur les grandes plateformes de podcast, sur Apple, sur iTunes et donc Spotify par exemple, ainsi que YouTube. N'hésitez pas d'ailleurs aussi sur iTunes par exemple à laisser un avis, c'est toujours très intéressant pour nous et ça nous permet de progresser et de mieux répondre à vos attentes en termes d'histoire et de séries. Cher Camille, on se retrouve peut-être bientôt pour une autre série. Pourquoi pas, on a évoqué The Serpent Queen. En tout cas, ça serait intéressant de voir comment les Américains, en 2021, parlent de Catherine de Médicis. Merci beaucoup en tout cas pour l'invitation. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques.